leaders de la COPA 2016 ont rendu visite ce matin, une visite donc à Mamadou, détenu à la prison civile de Filengue depuis novembre dernier. De quoi il s'est agi entre le challenger de Issou Mamadou au deuxième tour de la présidentielle et les dirigeants de la COPA. Élément de réponse dans un instant. Les conseillers du CSC sont en session extraordinaire depuis ce matin, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, les préparatifs du deuxième tour de la présidentielle du 20 mars prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information qui reçoit ce soir comme invitée Madame Mariama Moussa. Elle est la présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Elle est également une grande activiste et avec elle nous allons parler du déroulement du processus électoral et le rôle que les femmes ont joué dans ce processus. Le temps de revenir avec notre invité. Débutons ce journal donc par ce coup de gueule. Dans notre pays, la démocratie est dynamique. Cependant, à l'heure actuelle des confrontations d'idées politiques, des idées indélicates sur le régionalisme ou l'ethnie tentent d'être propagées. Situation déraisonnable, vous me direz donc, qui a suscité ce commentaire signé Alice Ibrahim. Le Niger est un pays magnifique où il fait bon vivre et pour cause, il y règne un climat de paix jamais observé ailleurs et la parenté à plaisanterie occupe une place de choix. Souvent on entend au gré des causeries que le Niger est un laboratoire de démocratie où tout s'expérimente. Et cette expérimentation continue et offerte par les élections présidentielles et législatives de 2016. Un moment qui permet au peuple de découvrir qui sont réellement les gens qui aspirent à diriger le pays. Pour les présentes élections, l'inédit est là. Le président Issoufou Mahamadou, qui a raté son un coup KO, va affronter son principal adversaire Hamma Amadou, qui est incarcéré à la prison de Filengue depuis plus de 3 mois. Une situation délicate qui met en exergue la rupture d'égalité entre deux candidats, l'un libre de ses mouvements et l'autre privé de sa liberté. Et les enjeux sont énormes et c'est pendant cette période que l'inacceptable qu'est le culte du régionalisme ou de l'ethnie est sournoisement distillé dans la confrontation politique et même sur les réseaux sociaux. Et à ce niveau, l'ensemble de la classe politique n'est pas étrangère à cette anomalie. Cependant, le peuple nigérien est grand et ne se laissera pas étourdir par des idées régionalistes ou ethnicistes. Et les exemples sont aujourd'hui légion dans les familles nigériennes où on trouve toutes les ethnies rassemblées, surtout par des liens sacrés de mariage. De ce fait, pour le second tour de la présidentielle, nos politiciens doivent mettre de côté les concepts d'ethnie ou de région. Le monde évolue, le peuple aussi. Aujourd'hui, les consciences ont donc évolué. Ce qui intéresse maintenant les populations nigériennes, ce sont les programmes politiques qui concourent au développement et qui puissent permettre à notre pays de se reclasser parmi les nations qui gagnent. Les leaders de la COPA 2016 ont rendu visite à Filengue aux candidats du deuxième tour à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, M. Hamamadou. Une marque de soutien, mais aussi de dénoncer donc les conditions de sa détention, le compte rendu avec Ousmane Sidikou. La coalition politique pour l'alternance COPA 2016, de retour d'une visite à son candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle, lui réaffirme tout son soutien en dépit des conditions de sa détention qui se compliqueraient. La COPA a rendu une déclaration dans laquelle elle a affirmé porter son soutien total au président Hamamadou. Et dans la même déclaration, elle avait à dire que si le président Issoufou a une certaine fierté, il n'a qu'à libérer Hama pour l'affronter en toute régularité. Nous rendons compte que jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Mais ce qui est encore beaucoup plus dramatique, ce sont les conditions de détention qui deviennent de plus en plus difficiles. Parce que nous avons déjà eu à rendre visite au président Hama, nous n'avons pas eu de difficultés à le rencontrer. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Arrivé là-bas, alors que nous sommes détenteurs du permis de communiquer qui nous a été régulièrement donné par la Cour de cassation, on nous a soumis à toute une acrobatie qui consiste à dire qu'on ne peut pas voir Hama collectivement, il faut les voir individuellement. Qu'à cela ne tienne, le moral du détenu serait d'acier, quoique une prison reste et demeure comme telle. Je vous ai dit, il a un moral de fer. Il est très serein. Mais de toute façon, une prison, c'est toujours une prison.
Même dans votre propre chambre, si on vous enferme, on vous interdit de sortir, ça fait mal. À plus forte raison, à peu près à 300 km de Niamey. Nous pensons que c'est une situation extrêmement difficile. Le peuple a fait son choix. Le peuple a décidé que Hama Amadou doit affronter Issou Mamadou. Quant aux rumeurs de scission au sein de la Copa 2016, pure allégation dira son porte-parole. Quel leader vous n'avez pas vu ici, c'est ce qui a voyagé, qui est parti en mission. Sinon tout le monde est là, la Copa a une âme. De toute façon, ce sont les gens de Pendes qui sont en train de décider ces idées. Vous voyez, c'est dire que les 48% qui sont ne sont pas 48% sûrs. Ils sont dans un état de fébrilité. Ils s'agitent. Nous sommes sereins. Nous savons que nous partons à zéro et plaisir à Dieu, Inch'Allah, nous allons les battre. Cette visite des leaders de la Copa 2016 au challenger du candidat Issifou Mahamadou intervient à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle deuxième tour. Nous en venons à notre invité, je le disais donc, nous recevons ce soir Madame Mariama Moussa, elle est présidente de l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Elle est également donc une grande activiste connue tant chez nous qu'à l'extérieur. Madame la Présidente, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Tikile. Alors, avec vous, nous allons parler donc de l'actualité. C'est donc notre pays qui a organisé les 21 et 22 février dernier donc l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives. Et Madame Maria Moussa, vous avez suivi un peu le déroulement de ce double scrutin. Donc, alors, quelle appréciation faites-vous de tout ce que s'est passé les 21 et 22 février dernier? Bon, vous savez, les 21 et 22 février dernier, toute la population nigérienne est sortie voter. Et vraiment, dans le calme et la sérénité. Vraiment, c'est un aspect très important que nous apprécions tous, tant au niveau de la classe politique, au niveau de la société civile nigérienne. Et les femmes sont sorties massivement voter comme d'habitude, parce que il ne faut pas perdre de vue que le poids électoral des femmes pèse pour les hommes au détriment des femmes, malheureusement, si on peut le dire. Mais quand même, il y a un éveil de conscience de la part de ces femmes-là. Il y a eu des femmes qui ont osé déposer leur candidature pour les législatives, même si il n'y a pas de femmes candidates aux élections présidentielles. Moi, je pense que les femmes sont à l'avant-garde de ces élections-là. Dans un premier temps, bien lors de la campagne, elles ont joué le rôle de mobilisatrices, comme par le passé, mais elles ne sont pas sorties quand même pour déposer leur candidature pour les présidentielles. C'est pour la simple raison que ces femmes-là n'ont pas de moyens financiers comme les hommes pour battre campagne. Parce que tout le monde sait que une campagne électorale a un coût énorme sur le plan financier. Or, nos femmes nigériennes n'ont pas assez de moyens pour oser vraiment se lancer dans une campagne sans issue. Voilà. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous pensez que dans le processus électoral actuel, pensez-vous que la femme a joué réellement un rôle important? Moi, je pense que la femme a joué vraiment un rôle important. Du point de vue citoyenneté, c'est très important. Les femmes sont sorties massivement pour aller voter et choisir le candidat de leur choix, les candidats de leur choix. C'est quand même important. Même si il n'y a pas de femmes candidates quand même, il y a l'esprit de citoyenneté qui a prévalu au sein de la composante féminine. Et je les salue très sincèrement. Elles n'ont qu'à continuer dans ce sens. Même au deuxième tour, les femmes n'ont qu'à sortir massivement pour aller voter. Il y a un éveil de conscience qui est là. Par le passé, les femmes ont même peur de se porter comme candidate. Voilà. Donc, je peux me réjouir de cet état de fait aujourd'hui. Et il y a un éveil de conscience qui est là. Nombreuses sont les femmes qui ont quand même postulé aux législatives. Et j'espère que d'autres femmes postuleront aux élections locales
pour être conseillères. Oui. Et là, vraiment, nous les exhortons à déposer leur candidature. Et moi, je pense que c'est l'union qui fait la force. Si les femmes essaient de conjuguer leurs efforts au sein d'une fédération, en tout cas, je crois que nous risquerons vraiment de remporter plus de 50% des femmes aux élections locales. Alors, Madame la Présidente, vous l'avez bien souligné que les femmes sont sorties massivement pour voter, mais on constate qu'au finish, encore chaque fois, vous êtes le maillon faible quand il s'agit un peu de partager les postes aux différentes responsabilités. On constate que les femmes sont chaque fois reléguées au second rang. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, moi je pense que c'est au sein des partis politiques que le gâteau ne se partage pas de manière équitable. La femme est toujours reléguée au second rang, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et moi je me dis que les tendances peuvent changer. Tout dépendra de la lutte que ces femmes-là auront à mener au sein des partis politiques. Elles peuvent valablement arracher leurs droits. Voilà. Exiger que ce gâteau-là soit partagé de manière équitable. Parce que pendant la campagne, c'est elles qui ont joué le rôle de mobilisatrices, c'est elles qui font les porte-à-porte, c'est elles qui dansent pendant les cérémonies de tam-tam et de mobilisation, les meetings populaires. Les femmes, c'est elles qu'on voit sur le terrain, plus que les hommes. Ils sont plutôt à l'ombre. Voilà. Oui, Madame Maria Moussa, votre bataille, votre cheval de bataille, c'est donc le bien-être de la femme et de l'enfant. Alors, pensez-vous que les différents candidats à ces élections générales ont réellement pris en compte vos soucis, à savoir donc une meilleure protection de la femme et de l'enfant? Bon, à travers leur programme de campagne, tous les candidats ont quand même pris l'engagement d'assurer vraiment une bonne promotion de la femme et la protection de l'enfant dans notre pays. Mais il ne s'agit pas de prendre des engagements. Il va falloir passer à l'acte, parce que à chaque fois, à travers leur discours, nous allons assurer la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Mais en réalité, chemin faisant, ils ne respectent pas les engagements pris. Et moi, je me dis que c'est à cause de ces langages-là que les femmes votent pour les hommes. Donc, à partir du moment où la personne vraiment a voté pour toi et de manière massive, cette composante féminine a vraiment voté pour les hommes. Et quitte à eux aussi de remercier ces femmes-là en essayant de faire de la promotion de la femme une réalité au Niger. Que les droits des femmes soient bien défendus, que les femmes soient présentes dans toutes les instances de prise de décision. Vous avez votre le quota? Bon, le quota, moi je pense que les gens pensent que le quota est réservé seulement pour la femme. Alors que le quota s'applique aux deux sexes. Aux deux sexes, oui. Mais j'ai l'impression que à chaque fois quand on parle de quota, c'est comme si c'est un texte qui est réservé seulement aux femmes. Le quota doit s'appliquer aux deux sexes. On peut essayer de renverser la tendance. Voilà. C'est ce que dit réellement le quota. Et que les femmes ne se laissent pas faire, elles n'ont qu'à continuer vraiment à lutter pour que le taux fixé par que la loi sur le quota soit d'abord respectée et qu'on puisse revoir vraiment le taux jusqu'à parvenir à l'égalité et jusqu'à ce qu'on puisse parvenir vraiment à la parité comme dans d'autres pays. Madame la Présidente, pour finir, qu'attendez-vous des nouvelles autorités qui sortiront des ordres? Bon, moi, j'ai surtout un appel à lancer à l'endroit d'abord des autorités, des nouvelles autorités qui vont gouverner ce pays. Vraiment, qu'ils fassent diligence par rapport à la protection des droits des femmes et des enfants. Parce que si on veut que ce pays-là développe,
ces dirigeants-là doivent absolument composer avec les femmes. La femme ne doit pas rester en marge de la gouvernance. Il faut qu'elle ait les mêmes droits que les hommes, que les marchés, et que les femmes prétendent à ces marchés-là au même titre que les hommes, parce que nous sommes tous égaux en droit. Voilà. Et je pense que il y a une lutte que les femmes doivent mener. Si les femmes si les femmes constituent vraiment une fédération pour lutter en faveur de leurs droits, je pense qu'on ira de l'avant. Voilà. Et que les lois protégeant les femmes soient respectées dans ce pays. Il y a plusieurs conventions qui ont été, et les enfants, les femmes et les enfants. Il y a plusieurs conventions qui ont été signées dans ce pays. Et vraiment, nous voulons que ces conventions-là soient respectées dans leur application. Ça ne sert à rien de signer un instrument juridique international et que au finish l'application pose problème. Voilà, il faut vraiment que ces textes-là soient respectés et qu'on les applique dans toute leur rigueur. Voilà. Voilà, madame, on va finir avec, on va pas vous lâcher sans avoir les échos les nouvelles plutôt de votre ONG, Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Comment elle se porte, l'ONG? L'ONG se porte bien. Et nous continuons vraiment la lutte autour des violences basées sur le genre, parce que nous ne recevons pas que les femmes et les enfants seulement. Quand un homme est victime de violence aussi, il peut venir porter plainte au niveau de notre organisation. Nos portes sont ouvertes. D'ailleurs, il y a des hommes qui le font, mais ils ne sont pas nombreux comme les femmes. Et c'est la femme qui est toujours marginalisée, et plus que la femme, parce qu'elle est dominée. Voilà. Voilà, merci bien madame Mariama Moussa. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Avec vous, donc, nous avons eu à développer donc les points relatifs donc au processus électoral en cours de notre pays et le rôle qu'a joué la femme nigérienne dans ce processus. Madame, merci et bonne chance. Merci aussi. Autre aspect de cette édition d'information, ouverture ce matin de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la communication. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le compte rendu signé Ariata Sala. La tenue de cette première session extraordinaire du Conseil supérieur de la communication est motivée par l'ouverture dans 72 heures de la campagne pour le scrutin présidentiel à deuxième tour du 20 mars 2016. Ceci pour une fois de plus accomplir sa mission en toute indépendance dans la transparence et l'équité comme pendant la campagne électorale pour le double scrutin du 21 février. Pour cela, cette première session extraordinaire s'articulera autour de 4 points. Loin de nous complaire dans l'autosatisfaction, nous devons plutôt redoubler d'efforts dans le cadre de la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. À cet effet, le CSC doit capitaliser toutes les bonnes pratiques et corriger les insuffisances décelées afin d'être à la hauteur des attentes légitimes du peuple nigérien et de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Tels sont le sens et la portée de cette session extraordinaire de notre institution, dont l'ordre du jour s'articule autour de 4 points, à savoir 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de février 2016. 2. Mise en place du groupe de travail chargé du contrôle et du suivi de l'accès aux médias publics et privés des candidats pendant la période de campagne pour l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars prochain. 3. Modalité d'enregistrement, de diffusion et de publication des messages des candidats dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016. 4 questions diverses. Je ne terminerai pas mes propos sans réitérer mes encouragements plutôt aux membres du Conseil, au personnel administratif et technique du CSC, aux personnes ressources, aux moniteurs, pour plus d'abnégation dans l'accomplissement de notre lourde mais exaltante mission. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte
la première session extraordinaire du Conseil au titre de l'année 2016. Le Conseil supérieur de la communication entend ainsi contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes dans un climat social et politique apaisé en garantissant l'accès équitable des deux candidats aux médias publics et privés. Autre aspect de cette édition d'information, les fossoyeurs des cimetières de la ville de Niamey sont à nouveau en grève de 72 heures depuis ce matin. C'est un mouvement de grève qui fait suite à la non prise en compte des revendications du SACOTEN qui a appelé ses militants et militantes à un arrêt de travail de 72 heures pour exiger entre autres le paiement de leur salaire au titre du mois de janvier et février 2016. Le reportage avec Michel Deji. Pour se faire entendre par qui de droit, les syndicats des collectivités territoriales n'hésitent pas depuis un certain temps à appeler leurs camarades travaillant dans les cimetières au débrayage. Conséquence, chacun se débrouille pour enterrer son mort dans l'affliction. Je suis venu avec un cadavre, une nièce qui est décédée ce matin et hier nuit. Donc on l'a amené ce matin et on était obligés nous-mêmes de creuser la tombe. Donc c'est un sentiment vraiment de désolation totale et c'est vraiment aberrant. Et j'attire l'attention des autorités municipaux de veiller à ce que ces genres de situations ne puissent plus se reproduire à jamais. On était là depuis 8 heures du matin. On est venu, il n'y a pas les manœuvres pour creuser la tombe. On a demandé les gardiens, il dit qu'ils sont en grève. On a dit pourquoi, quelle est la cause, il dit qu'ils ont à peu près 2 mois sans salaire. Et on ne s'est pas creusé. On n'a jamais fait le travail là-dessus. C'est tout de suite qu'on a fait la tombe. Voilà, on a souffert aujourd'hui. C'est à la cimetière, il y a un talent. Une situation ayant des conséquences accablantes dont les grévistes rejettent la responsabilité. Nous avons 2 mois de salaire sans payer, le mois de janvier et février. Et c'est pour ça qu'on est parti en grève. Et c'est notre 4e préavis de grève comme ça. Chaque semaine, on fait un préavis de grève de 72 heures. Et jusqu'à présent, ça n'a pas abouti à rien. Cette grève même, c'est au niveau de 4 points. D'abord, le premier point, qui est le minimum d'un agent, c'est le salaire. Le deuxième point, c'est la prise en charge à l'hôpital national de Niamey. Le troisième point, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui n'est pas à jour. Et le 4e point, c'est le garage municipal qui est parti en faillite. Et même si nous voulons assainir la ville de Niamey, il n'y a pas de matériel pour assainir. Souvent rémunérés aussitôt après avoir accompli leurs tâches par des particuliers qui leur donnent volontiers des présents en nature comme en espèces, ces fossoyeurs appellent au respect de leur dignité de travailleurs des collectivités territoriales à travers un meilleur respect de leurs droits, à commencer par la régularité dans le paiement de leur salaire. Et puis ce message de son Excellence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger sur les résultats des élections présidentielles premier tour et législatives des 21 et 22 février 2016. Je cite: les États-Unis d'Amérique saluent tous les Nigériens et les institutions qui ont œuvré ensemble dans l'organisation des élections pacifiques des 21 et 22 février, ainsi que la patience qui a prévalu au cours du comptage des voix. Nous sommes particulièrement encouragés de voir de 6 jeunes Nigériens et beaucoup de femmes exercer leur droit de vote. Aussi, encourageons-nous tous les Nigériens à demeurer calmes au fil du déroulement de ce processus électoral en cours. Nous exhortons les candidats et leurs supporters à régler toute réclamation à travers les canaux institutionnels. Une période post-électorale apaisée est cruciale pour la stabilité et le maintien de la confiance et la crédibilité de ce processus électoral. Nous prenons acte des rapports sur des problèmes organisationnels intervenus lors de la tenue du premier tour des élections présidentielles du 21 février et encourageons les autorités en charge des élections à y remédier en vue de la tenue du deuxième tour des présidentielles prévues
pour le 20 mars 2016. Je vous remercie, signé Son Excellence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, Madame Eunice Reding. Un volet reportage dans ce journal. En cette période de fin février, début mars, une forte chaleur s'annonce dans la capitale Niamey. Une situation qui pousse les gens à consommer beaucoup d'eau. Le reportage est signé Asmaou Seydou. L'eau, c'est la vie, dit-on, et elle l'est davantage, surtout en cette période de chaleur où ce liquide devient de plus en plus le principal aliment de convoitise des consommateurs, à la grande satisfaction de ceux qui s'adonnent à sa vente. Il y a des endroits où les gens demandent de l'eau, Piawata, il y a pas. Il y a des gens qui nous appellent Tondubia, Koubia, Talag, partout quoi, où ça consomme. Nous on va en France parce que les gens ils ont besoin de l'eau. Maintenant, alhamdoulilah, on remercie Dieu. On remercie Dieu pour la vente. Grâce à Dieu, on fait la vente. C'est plus que dans la fraîcheur. Parce que ce temps-là, c'est le temps pour ceux qui vendent le Piawata. Maintenant, avec la chaleur, on consomme plus. Par exemple, 200 par jour. Oui. Une forte consommation qui fait du bien en cette période selon les spécialistes de la santé. Ça veut dire qu'il y a une perte d'eau à travers la respiration, à travers la parole, à travers la peau. Les personnes transpirent et il faut compenser cette perte. Si cette perte n'est pas compensée, il y a des conséquences. Par exemple, quand vous prenez de la tête jusqu'au pied, au niveau de la tête, ça peut entraîner des maux de tête. Ça peut entraîner des brûlures chez les enfants, ça peut entraîner la déshydratation. La déshydratation, elle peut être légère, minime, et jusqu'à une déshydratation grave si la personne ne le compense pas. Ça peut entraîner une décompensation de certaines maladies. Par exemple, quelqu'un qui est insuffisant rénal et qu'il fait très chaud, il élimine beaucoup de liquide. S'il ne compense pas, il peut avoir une décompensation. Et quand tu prends, par exemple, quelqu'un qui a une hypertension artérielle, pendant la chaleur, du fait de la perte du liquide, ça peut, oui, équilibrer l'hypertension artérielle, mais ça peut déclencher, la chaleur peut déclencher l'hypertension artérielle. Et la chaleur, la manifestation clinique de la baisse de l'eau de l'organisme, c'est la soif. Et c'est cette soif qui pousse les gens à boire. Il faut boire pour compenser. Compenser et maintenir ce que nous appelons l'homéostasie du milieu intérieur, la constance du milieu intérieur, pour que toutes les réactions biochimiques de l'organisme se passent normalement. Parce que si il fait chaud et que la personne ne boit pas pour compenser, elle va se retrouver malade. Et pour prévenir tous les malaises liés à cette période de chaleur, il faut boire abondamment. Oui, il y a des gens qui peuvent boire jusqu'à 3 litres, jusqu'à 4 litres. Mais l'essentiel, que le mécanisme physiologique de leur rein soit fonctionnel. Si la quantité bue est égale à la quantité évacuée, il n'y a aucun problème. L'essentiel, il faut que la perte soit proportionnelle à ce qu'on boit. La consommation de l'eau, surtout celle qui est potable, est donc une bonne chose et constitue un bon remède contre les effets de la canicule. C'est pourquoi il est important d'en boire assez, sans oublier d'en donner aux enfants. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.